Le feu. Sans aucun doute, l'une des plus belles conquêtes de l'homme. Sans feu, la vie serait bien difficile. Pas de chauffage et pas de bons petits plats. Et des milliers d'années plus tard, pas non plus de voitures à moteur à combustion. Bref, pas de toutes ces choses qui font notre petit confort moderne. Mais le feu, c'est aussi un des plus grands dangers qui puissent menacer notre habitation. Pour réduire les risques d'incendie, la recherche a mis au point une série de tests qui permettent d'évaluer la résistance des matériaux et qui aident les pompiers lors de leurs interventions. Mais tout d'abord, un peu de théorie. Comment naît un incendie? Simple, direz-vous, il faut du feu. Oui, mais ça ne suffit pas. Pour qu'un incendie se déclare, il faut 3 éléments. Tout d'abord, un déclencheur, le plus souvent une flamme ou une étincelle. Ensuite, un combustible, tout ce qui brûle comme le bois, le plastique, le papier. Bref, toutes les matières que l'on trouve de manière courante dans une maison. Et enfin, le 3e élément, un comburant. C'est ce qui alimente le feu et lui permet de se consumer, l'oxygène. Le triangle maudit du sapeur-pompier. Pour ces hommes du feu, l'erreur serait de sous-estimer l'ampleur d'un sinistre. Car un feu qui semble contrôlable et limité à un recoin d'une chambre peut, en quelques secondes, se répandre à toute la pièce. Et c'est ici que les hommes de science viennent en aide aux hommes du feu. Afin d'étudier le comportement des flammes et des fumées, on recrée des situations typiques de feux domestiques maintenues sous contrôle dans des pièces spécialement conçues. Il s'agit d'une enceinte d'essai construite en éléments de maçonnerie résistants au feu. Dans notre cas, il s'agit de béton cellulaire, et équipée d'une très grande hotte en sortie qui est destinée à collecter tous les produits de combustion. On va mesurer en permanence la composition des fumées en sortie et via une mesure de la quantité d'oxygène consommée, on peut calculer la puissance ou l'intensité du feu au cours de son développement. Passons donc à la pratique et étudions la manière dont un feu pourrait se propager dans votre salon. Pour faire un bon living, commençons par le plus important. Un bon fauteuil et un gros canapé avec des bons coussins. Bien sûr, une télévision, une bibliothèque et quelques livres, et une belle table de salon. Et maintenant, supposons qu'une cigarette mal éteinte dans un cendrier mette le feu à quelques journaux. Observons ce qui se passe. Tout d'abord, le feu s'étend progressivement à tous les journaux, puis au fauteuil voisin. Au niveau de la pièce, la circulation de l'air se met en place. L'air chaud monte et la dépression qui se crée dans la partie basse aspire l'air frais venant de l'extérieur de la pièce, riche en oxygène. Cette ventilation entretient le feu qui continue à croître. Les fumées et les gaz chauds s'échappent par les ouvertures du local, mais une partie se retrouve piégée dans le haut du volume. Elle s'accumule au plafond en créant un matelas de fumée. À ce moment, on observe très clairement la frontière entre l'air et la fumée. Parallèlement, l'énergie libérée par le foyer est absorbée par les murs et le plafond, qui irradient à leur tour vers le centre de la pièce, phénomène qui contribue à augmenter la température. Quand la température du local dépasse les 500 degrés, des petites flammes commencent à apparaître dans le mélange de fumée. Ce sont les gaz qui commencent à s'enflammer. Ces flammes s'intensifient jusqu'à créer des rouleaux qui courent dans les fumées. C'est alors le passage brutal d'un feu localisé à un brasier généralisé. Le volume se retrouve entièrement embrasé et la température ambiante atteint 1000 degrés en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle un flashover. À ce moment, même les spécialistes peuvent être surpris par la violence du phénomène.
disons qu'on a perdu un petit peu le contrôle quand même, mais voilà. Tout est bien qui finit bien. Le flashover est un véritable piège pour les pompiers. Et pour leur apprendre à gérer ce genre de situation, on a mis au point des containers spéciaux d'entraînement. Dans ces caissons, ils se retrouvent confrontés à la réalité physique du phénomène. Et surtout, ils apprennent à réagir en conséquence. Mais une des meilleures façons de lutter contre les incendies, c'est encore de les prévenir. L'Union européenne impose de plus en plus de normes de sécurité auxquelles les fabricants doivent se soumettre. Le secteur de la construction développe constamment de nouveaux matériaux. Il faut donc faire tester ces nouveaux produits pour obtenir une certification anti-incendie. À l'Université de Liège, une nouvelle halle d'essai au feu a été tout spécialement développée dans ce but. Ce four permet d'obtenir une température de plus de 500 degrés en moins de 3 minutes. Et cela grâce à un ensemble de 10 brûleurs qui délivrent une puissance de l'ordre de 2100 kW, ce qui correspond à peu près au démarrage simultané de plus de 100 chaudières domestiques. Au programme de la journée, tester une porte blindée pour évaluer ses capacités anti-feu. La porte a été montée sur la paroi mobile du four et elle est mise en place pour le refermer complètement. La résistance au feu d'une porte se caractérise par la durée pendant laquelle elle va continuer d'assurer ses fonctions d'isolation thermique et d'étanchéité aux flammes. On place sur la face non exposée de la porte des capteurs de température. Les températures enregistrées par ces capteurs ne doivent pas dépasser 180 degrés après 30 minutes d'essai. On constate qu'après 5 minutes, on a atteint une température de l'ordre de 40 degrés. Après 15 minutes, on se situe aux environs de 80 degrés. Et après 30 minutes, on se situe juste en dessous de la limite fatidique des 180 degrés, ce qui signifie donc que la porte a réussi le test. Le fabricant peut être satisfait, son produit sera homologué. Comment réagir lorsqu'on se trouve confronté à un incendie? Bien sûr, appeler les pompiers. Et on peut aussi, quand c'est possible, tenter de le maîtriser en utilisant par exemple un extincteur. Mais pas n'importe lequel, car à chaque catégorie de feu correspond un type particulier d'extincteur. On rencontre couramment 3 catégories d'extincteurs. La première sont les extincteurs qui contiennent de l'eau avec de l'additif. La deuxième catégorie sont les extincteurs qui contiennent de la poudre, qu'on retrouve notamment dans les véhicules, mais dans des volumes moindres. Et enfin, la dernière catégorie, qui, elle, contiendra du CO2 ou dioxyde de carbone. Procédons maintenant à un petit test. Voici 3 types de feux courants auxquels vous pourriez être confrontés chez vous ou sur votre lieu de travail. Premièrement, un feu dans un local technique. Deuxièmement, un stock de carton qui brûle. Troisièmement, une flaque de carburant en feu. Pour être éteint efficacement, avec un minimum de dégâts, chaque feu doit être traité avec un type d'extincteur particulier. Nous vous laissons quelques secondes de réflexion. Et maintenant, la réponse par notre spécialiste. Alors ici, nous avons utilisé un extincteur à CO2, car le CO2 va avoir la propriété d'étouffer le feu. On n'a pas utilisé d'extincteur à eau parce que l'eau qui va se mettre en flaque à l'issue de l'extinction génère des risques d'électrocution et de dégradation des matériels à proximité. La poudre va générer également des dégâts puisque cette poudre va venir s'infiltrer dans tous les circuits électriques du local et de ce fait endommager les appareils. Ensuite, passons au feu du stock de carton. Alors, nous avons utilisé un extincteur à eau pure ou eau plus additif. L'eau pure nous permet en fait d'absorber la chaleur dégagée par le feu de carton et en plus de pouvoir noyer les braises de manière à obtenir une extinction complète. Et enfin, pour le carburant en feu, pas question d'utiliser de l'eau car on risque d'étaler le feu. Il faut donc un extincteur à poudre, efficace et beaucoup moins cher qu'un extincteur à CO2.
À la fois fascinant, puissant et réconfortant, le feu, tant qu'il est maîtrisé, est source de beaucoup de plaisir. À condition, bien sûr, de prendre toutes les précautions nécessaires.